situation déclenchait la colère des étudiants. C'est une fille très intelligente. Elle apprenait très rapidement. La blondeur, pour elle, c'était la réussite. Une gamine jolie comme elle était, sans un rond, ça aurait pu se finir sur le trottoir quand même. Parce que vous êtes l'un et l'autre beaucoup amusés en France. Oh oui, alors. Tout ça, c'était une petite clique qui était toujours avec elle, qui la protégeait. Elle était notre petite sœur, elle était notre égérie. Elle a réussi à se faire une petite place en s'imposant à côté de monstres sacrés. Moi, je m'attendais plutôt à trouver le marquis de Sade et le Kamasutra Il est là. Il est là. Ah, bien. Elle incarnait la nouvelle femme. C'était le premier film où on voyait une femme prendre le pouvoir à ce point, quoi. C'était un symbole sexuel. Elle avait un côté très moderne. Il y a une espèce de fusion entre ces deux personnes. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils étaient célèbres. Elle gère la vie de mon père. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, moi, de l'extérieur. Elle fait tout comme une femme qui n'existe peut-être plus aujourd'hui. Mes amis viennent de partir. Oui, ce sont d'horribles couches-d'eau. Mireille, elle a des aspects dans sa vie qui sont très secrets. Cette absence d'enfant, essayer d'en avoir, ne pas y rêver. Elle m'en parlait pas. Ça fait partie des plus que des douleurs, c'est des coups de feu. Moi, je disais, mais arrête, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de place beaucoup pour elle. Et une femme, finalement, vit devant un miroir, projette son image. Et je suis dans une période de ma vie où j'ai peut-être pas envie de ça. Quand on la voit, les gens ne savent pas ces difficultés qu'elle a, les difficultés qu'elle a eues avec son cœur, avec cet accident de voiture, avec cette rupture avec Alain. C'est des trucs lourds, très lourds. Et on la voit toujours souriante, jolie, sympathique, gentille. C'est d'abord une femme belle, frêle et moderne qui a su s'imposer au milieu d'une bande de bonshommes. Gabin, Audiard, Blier, Ventura ou encore Lautner l'ont adoptée car elle a su les apprivoiser. Mireille d'Arc a joué les fausses timides durant des années, un emploi pour second rôle qui a fait d'elle l'une des comédiennes les plus séduisantes de sa génération. Des barbouzes aux grands blonds, elle s'est fait une place dans le panthéon des films populaires devenus cultes. Pourtant, tout n'était pas écrit au départ, loin de là. Mireille a pris le pouvoir à sa manière, avec Delon, sur le grand écran comme dans ses documentaires. Elle a fait des choix. Et puis il y a aussi ses combats, ses silences, ses blessures qu'elle n'a que très rarement évoquées, préférant encore et toujours recommencer et avancer. Avant de la retrouver, tout à l'heure, commençons par feuilleter ensemble le roman de sa vie. Tout commence en 1945. La petite Mireille Aigrose, comme elle s'appelait à l'époque, rentre en France après un séjour de 2 ans en Suisse, loin de la guerre. Elle arrive avec ses 2 frères dans sa ville natale, Toulon. Et en arrivant dans le sud de la France, la petite fille de 7 ans est quelque peu perdue. Ses 2 frères se dirigent vers un endroit qu'elle ne reconnaît pas, qui est l'épicerie des parents qu'elle a quitté 2 ans plus tôt. C'était une petite épicerie de quartier, bien achalandée. Il y avait un petit peu de tout. Bon, les légumes du jardin, bien entendu. Les souvenirs s'entremêlent et Mireille a du mal à identifier le visage de cette femme derrière le comptoir. Elle voit pour la première fois dans son souvenir d'enfant le visage de sa mère et tout d'un coup, elle court vers elle, elle lui saute au cou et elle lui dit « Je ne savais pas que j'avais une maman ». Il y a cette mère, évidemment, mais il y a aussi cet environnement simple que Mireille a effacé de sa mémoire pendant les années d'exil. Une petite maison, extrêmement pauvre, sans chauffage, sans électricité, sans eau. C'était un milieu modeste, très modeste. Comme on dit chez nous ici, un sou, c'était un sou. Le papa travaillait du matin au soir. Hein. Et la maman est aussi du matin au soir au magasin, tout le temps dans la petite épicerie. Elle faisait des crédits, essayait d'arranger des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et elle a été vraiment une dame très très gentille de ce côté-là parce qu'elle a arrangé beaucoup de familles. Mireille souffre beaucoup du fait que sa mère semble toujours très disponible pour toutes les dames du quartier et très très peu pour elle. Avec son père également, le dialogue est inexistant.
Il était toujours tout seul dans son jardin et il ne vivait que pour son jardin. Le père ne parle jamais. Ce sont ces hommes qui peuvent s'enfermer dans le silence 8 jours de suite. Même quand il rentrait dans l'épicerie, qu'il apportait les cajots remplis de fruits et de légumes, il déposait ça, il ne disait pas bonjour, rien du tout, et puis il repartait. Non, non, c'était un monsieur qui était assez froid quand même. Et mystérieusement, lorsqu'il s'adresse à sa fille, ses propos deviennent très violents. Elle courait pour venir à table et il disait « Tiens, voilà la bâtarde » ou « Tiens, te voilà toi la bâtarde ». Des mots comme ça. Il le disait toujours de façon un peu dissimulée comme ça, à l'écart de sa femme. Bâtarde, un mot haineux que la jeune fille n'est pas en âge de comprendre, jusqu'au jour où son père lui demande de le suivre. Il va la prendre par la main, il va l'emmener dans le grenier de leur maison. Et là, Mireille découvre une mise en scène morbide. Eh bien, tu vois, Mireille, je vais me pendre à cause de toi. Je vais mourir à cause de toi. Parce que ton existence m'a fichu la vie en l'air. C'est un homme qui fait semblant de se suicider devant elle. Ça, c'est quand même... Ça, c'est plus violent devant une petite fille, je crois que... Ça fait partie des plus que des douleurs, c'est des coups de feu, des coups de revolver de sa vie qu'elle a pris dans la tête. La jeune fille ne parlera à personne de cet épisode traumatisant qui continuera à la hanter. À partir de là, Mireille va tout faire pour fuir son milieu social, et le premier acte de cette émancipation, c'est son inscription au Conservatoire d'art dramatique à l'âge de 15 ans. Elle se tenait un peu en retrait, voilà, en retrait. Et si possible, dès qu'elle arrivait, elle s'assoyait. Elle était complexée de sa grandeur et de sa maigreur. Elle voit sa maigreur, ses genoux, ses longues cuisses. Elle n'a pas de sein du tout. Elle est entrée dans l'adolescence, mais elle n'a encore rien. Elle a un corps complètement décharné. Elle a un peu honte d'apparaître comme ça. Ce qui la complexe également, ce sont ses lacunes littéraires. Il n'y avait pas de livres chez elle, il n'y avait rien. C'est peut-être pour ça que souvent, elle se faisait prêter des livres au conservatoire, par les copains ou les copines. Du Racine, du Molière, voilà, Voltaire, tout ce qui était bon pour nous. Tout était bon à apprendre. Toute seule, on l'entendait derrière les rideaux, lire ses répliques et tout. Mireille s'accroche, et l'un de ses professeurs de théâtre va l'aider à se sentir plus à l'aise sur scène, en lui faisant cette remarque. Non seulement tu es grande, mais tu peux être encore plus grande, et d'ailleurs, tu vas dire la scène debout sur une chaise. Et tu vas voir, tu vas tous nous regarder de haut, et tu vas être contente de ça. Au fil des mois, l'élève du conservatoire gagne en confiance, comme en témoigne ce relevé de notes. Avec une bonne moyenne, en diction, elle est admise à concourir. On lui disait « Allez Mireille, récite-nous, proclame un peu quelque chose, tout ça ». Et elle ne se faisait pas prier, elle montait sur la table. Elle était plus coquette, déjà. Et puis, la démarche avait changé. Voilà, c'est devenu une belle jeune fille. Une belle jeune fille qui ne va pas tarder à être repérée dans sa salle de classe. On avait besoin d'une petite vedette. Et on est allé au conservatoire. Et c'est elle qui nous a frappés, quoi. Au milieu d'un ensemble de filles, on ne voyait qu'elle. Donc elle avait une présence qui fait que... Bon, on n'a même pas discuté. Le réalisateur vient de trouver l'héroïne de son premier court-métrage. Au début de l'été 1955, c'est donc lui qui filme les débuts devant la caméra de celle qui s'appelle encore Mireille et Grose. Vivait ça en disant, bon, maintenant, il faut que j'apprenne à poser. Donc tout ça a été intégré dans une volonté de réussir. La comédienne se prend au jeu et surmonte finalement la difficulté d'incarner un rôle muet.
C'est une fille très intelligente. Elle apprenait très rapidement. Donc on l'a vue s'épanouir d'une certaine manière. Elle avait le goût de séduire. Elle avait le goût de séduire, mais enfin, quoi de plus normal? Ce cas de frappant, c'est son côté déjà professionnel. Je ne l'ai jamais vue arriver en retard. Et en plus, elle était toujours d'une bonne humeur incroyable. Cette première expérience du cinéma a fini de convaincre la jeune fille que son avenir était là. Elle a toujours dit « je monterai à Paris ». Dès que j'ai fini, je monte à Paris. Elle voulait sortir d'un milieu, voilà, donc, et faire carrière. Ça, on le sentait bien. Hein. Ça avait fait l'écho dans le quartier parce que tout le monde se disait « Oh, mais elle savait qu'elle monterait à Paris faire la vedette ». Voilà ce qu'on disait dans le Midi. Hein. Elle était sûre de réussir. Moi, je ne l'ai jamais entendu dire « si je réussis à Paris », mais quand j'aurai réussi. Elle veut quitter Toulon, elle veut quitter son enfance. Elle est partie, elle a tiré un trait sur Toulon et c'était fini. Le 21 août 1959, au petit matin, Mireille Aigrose arrive gare de Lyon. L'ancienne élève du Conservatoire de Toulon rêve de jouer les textes classiques et d'entrer, pourquoi pas, à la Comédie Française. Mais comment faire quand on n'a que 300 francs en poche et aucune relation? Eh bien, pour le moment, Mireille ne peut compter que sur une ancienne camarade de classe. Au bout de quelques jours, elle retrouve une amie du Conservatoire de Toulon avec qui elle avait préparé son départ. Sa copine Anne-Marie l'a rejoint à Paris, donc elle est assez réconfortée au début. La copine Anne-Marie est assez différente d'elle. C'est une fille qui vit déjà avec un homme, qui se fait vaguement entretenir, qui veut faire du théâtre, mais enfin, il n'est pas très assidu au cours de théâtre où va Mireille, etc. Pour arriver à se payer ce cours privé, Mireille multiplie les petits boulots comme elle l'écrira plus tard dans ses mémoires. Je garde des enfants, je promène les chiens d'une dame fortunée. Un jour, je remplace une serveuse. Un autre jour, je fais les courses pour une vieille dame du quartier. Et une fois payés les cours, il ne me reste plus de quoi manger. Dans leur immeuble, Mireille et Anne-Marie se lient d'amitié avec deux voisines. Elles sont copines toutes les deux avec deux prostituées qui habitent l'étage au-dessus. Elles sont jeunes, vivantes, joyeuses, toujours prêtes à rigoler. Et comme elles ne tardent pas à comprendre que nous n'avons rien à manger, elles nous invitent à l'occasion à partager leur dîner. Et un soir, ces discussions amicales vont prendre une autre tournure. L'une des prostituées vient faire une proposition à Anne-Marie. Demain, je reçois un client qui aime qu'on le regarde pendant qu'il est au lit avec moi. Tu vois un peu le truc? Il paye très bien. J'ai pensé que ça pouvait t'intéresser. Anne-Marie accepte alors de se prêter au jeu. Et puis finalement, Anne-Marie fait une crise de colique néphrétique. Mireille l'emmène à l'hôpital. Elle va sortir de l'hôpital, repartir pour Toulon, Anne-Marie, et elle ne donnera plus jamais aucune nouvelle à Mireille. C'est à ce moment-là que la prostituée supplie Mireille de remplacer son amie. À contre-cœur, et après une longue discussion, elle finit par dire oui. On nous ouvre le portail. C'est un petit hôtel particulier au fond d'un jardin. Un bordel de luxe, en somme. Je suis physiquement là, mais en même temps, je n'y suis pas. Je viens de gagner 400 francs. Plus que la somme que j'avais en poche en débarquant à Paris. Sa vie aurait pu basculer dramatiquement, quoi, et tourner très mal, quoi, parce qu'une gamine jolie comme elle était, sans un rond, ça aurait pu se finir sur le trottoir quand même. C'est finalement la rencontre d'un client qui va l'empêcher de sombrer. Il va la prendre en main. En fait, c'est un journaliste qui n'est pas du tout un salaud, qui est assez séduit par elle, qui voit qu'elle est complètement paumée, qui aurait pu en profiter et qui, au lieu de ça, va la présenter à des gens à Paris qui comptent, des comédiens, des gens comme ça. Les contacts se multiplient dans le métier et ils font prendre conscience à la jeune comédienne que pour percer, il faut s'inventer une nouvelle image.
Elle souffre beaucoup d'être brune. La couleur brune, c'est la noirceur, ça lui fait un peu peur, voilà. Et elle rêve d'être blonde. De brune passer à blonde, bien entendu, c'était plus doux. Elle voulait être blonde, parce que ça, elle nous l'a toujours dit. La blondeur, pour elle, c'était la réussite. Dans sa tête, tout ce qui est gracieux, tout ce qui est beau, est blond et lumineux. Voilà pour l'apparence physique. Reste maintenant à se trouver un nom d'actrice, un nom facile à retenir. C'est à une héroïne de l'histoire qu'elle va l'emprunter. Elle se dit, eh ben moi je vais m'appeler Mireille Darc, D-A-R-C. Comme ça on ne me fera pas répéter 4 fois de suite mon nom et on ne va pas m'oublier. C'est beau, Darc. Mireille Darc, ça claque. D'ailleurs, elle voulait quelque chose qui flash. Elle a eu. Un physique, un nom qui claque et une série de petits rôles au cinéma. Mireille Darc est née et les médias commencent à s'intéresser à elle. Cette jolie comédienne, c'est Mireille Darc. Notre caméra, toujours indiscrète, est allée l'attendre dans son petit appartement, dans sa garçonnière, près du Trocadéro, où vit bien sagement, toute seule, cette Toulonnaise qui est en train de faire la conquête de Paris. Cette notoriété naissante va lui permettre de décrocher un rendez-vous avec un réalisateur en vue. Il s'appelle Georges Lautner. Mireille est arrivée dans ma salle de montage quand je montais les Tontons Flingueurs et qui est venue se présenter. On a parlé un peu de ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas fait grand-chose. Et elle m'a dit qu'elle partait en vacances. Et à ce moment-là, j'ai eu une de ces envies de partir en vacances avec elle. Georges a eu envie et a senti qu'elle avait un potentiel extraordinaire, qu'elle pouvait incarner des valeurs nouvelles pour l'époque. Elle est intéressante, elle a un physique. J'avais envie de la mettre en valeur. Georges Lautner a été fasciné par elle et il a eu envie de faire d'elle une véritable star. La première étape, c'est un second rôle attribué dans une comédie intitulée Des pissenlits par la racine, un film dont l'actrice est invitée à faire la promotion. Il faudrait parler du film, Mireille Darc. Non, mais ça, je laisse Georges Lautner en parler. Ah, parce qu'il est là. Elle a dit. Monsieur Lautner, ne prêtez pas au cinéma français des mœurs cruelles qu'il n'a pas. Mais... non, mais c'est parce que j'ai peur qu'elle dise des choses qu'il ne faut pas dire sur le film. Ce qui la sert, c'est qu'elle a un kilo monstre parce qu'elle n'a pas été bien éduquée. Voilà. Et donc elle est très moderne, en fait. Elle a du culot, les journalistes lui font pas peur. J'ai simplement le souvenir d'un regard amusé de Lautner qui disait « elle est gonflée ». Elle est gonflée, c'est bien. Parce que vous êtes l'un et l'autre beaucoup amusés en dans ce film. Oh oui, alors. Oui, il faut bien le reconnaître, mais enfin, c'était pas là notre but. Notre but, c'est d'amuser le spectateur, malgré tout. Eh bien, attendons d'en voir les effets. Merci l'un et l'autre d'être venus à notre rendez-vous. Merci. Pousse-toi. Une relation complice va naître entre Mireille Darc et Georges Lautner. Et la comédienne ne tarde pas à entrer dans le cercle des proches du réalisateur. Tout ça, c'était une petite clique qui était toujours avec elle, qui la protégeait et puis qui la dirigeait sur les tournages. C'était la seule femme, pratiquement, au milieu de ce cercle d'hommes. Pour une équipe de gars qui montre une femme et qui sait la mettre en valeur, parce qu'il fallait la photographier, il fallait l'habiller, il fallait tout, eh ben, on était vachement contents et on l'aimait drôlement. On était tous amoureux d'elle. On était tous amoureux d'elle. Les assistants et les techniciens sont tous amoureux de Mireille Darc. Seulement, que va-t-il se passer avec les acteurs fétiches de cette bande à Lautner? C'est la seule femme qui était acceptée à une époque où le cinéma était fait par une bande de machos qui étaient Francis Blanche, Gabin, Ventura, Blier, Audiard. Ces gens-là ne veulent jamais de femmes avec eux. Ils veulent faire des grandes bouffes entre eux, ils veulent s'amuser entre eux, mais ils en trouvent une, ils en acceptent une. Elle sait boire, elle sait se marrer, elle n'est pas bégueule, elle leur plaît. C'est une fille qui accepte de rester au café avec des hommes, ça se fait pas dans ces années-là. Qui veut bien les embrasser, qui rigole, qui leur passe la main dans les cheveux, etc. C'est ni une vampe
plantureuse, ni une allumeuse ostentatoire. C'est une marrante, jolie et bien foutue, mince et marrante. Elle était notre petite sœur, elle était notre égérie. Elle a réussi à se faire une petite place en s'imposant à côté de monstres sacrés. Cette audace plaît particulièrement à l'un des piliers de la bande, le dialoguiste Michel Audiard, qui va lui faire partager son amour des mots et, plus inattendu, sa passion pour la boxe. La boxe aujourd'hui, il faut bien dire que c'est pas très passionnant. Quand on a vu boxer Robinson ou Marcel Cerdan, on prend quand même un coup de nostalgie. Enfin, faut bien faire quelque chose le lundi soir, puis ça défoule la mère d'Arc. On doit aimer les coups. Il fait partie de la famille, hein, Michel, pour Mireille. Michel Audiard avait une profonde affection pour Mireille. Moi, je passais les week-ends avec elle chez Michel Audiard. On aurait dit un frère et une sœur, tous les deux. Et je dois dire, quand on voit ta bibliothèque, alors là, c'est là qu'on voit que tu nous épateras toujours. Pourquoi Kafka, Monterland, Stendhal... Camus et j'en passe. On ne pouvait pas dîner, passer des week-ends avec lui si on n'était pas capable de parler de Baudelaire, de Rimbaud ou de Céline. Et ce qui fait de Mireille d'Arc donc une personnalité complexe, multiple et surtout riche, puisqu'elle était belle, elle était drôle et elle était vraisemblablement cultivée et intelligente. Moi je m'attendais plutôt à trouver le marquis de Sade et le Kama Sutra illustré. Il est là. Ah, bien, mais disons, il y a des chouettes rôles dans tout ça quand même. Oui, moi j'aimerais bien faire philosophie dans un boudoir. Oui, je te vois assez. Oui. Et puis j'aimerais bien un jour qu'on m'écrive La femme d'Astérix. Oui, mais nous, alors je vais te dire, les femmes de Gaulois, ça nous fait bien rire, mais c'est pas là-dedans qu'on te voit. Quand on pense à toi, on te voit plutôt dans des pétasses que dans des Gauloises. Bah alors, tu vois, la dame aux camélias, mettons. J'aimerais bien le faire, mais en moderne. Ah, parce que la dame aux camélias, tu la prends pour une femme du monde. Je te le... En quelques années à peine, grâce à Georges Lautner et sa bande, Mireille d'Arc a réussi à se faire une place dans le milieu du cinéma. Elle est désormais un visage familier que les spectateurs aiment retrouver, mais tout cela ne lui suffit pas. Son ambition et son audace vont lui permettre de franchir une nouvelle étape. Elle vient de terminer la lecture d'un roman dont l'héroïne est une femme libérée, et c'est ce personnage qu'elle veut désormais incarner. C'est son mentor, son réalisateur fétiche, qui a accepté d'adapter Galia au cinéma. Lautner s'amuse à le faire pour faire plaisir à Mireille. Il a juste dit, là, on fait un film autour d'elle, il va falloir s'accrocher au personnage, quoi. Pratiquement tout sera autour d'elle. C'est elle qui a composé son personnage avec Georges Lautner. À deux, ils s'y sont mis. L'enjeu n'est pas mince pour la comédienne. Va-t-elle réussir à porter seule un film pour la première fois, dans un rôle très différent des ingénus qu'elle a l'habitude de jouer? Mireille a inventé un type de femme libérée, audacieuse, qui n'est ni la femme mariée, ni la putain en quelque sorte, et ni la bourgeoise traditionnelle. C'est une femme émancipée. Cette femme émancipée, c'est Galia, une provinciale montée à Paris, qui ne se fixe aucune limite en matière de séduction. C'était un film assez osé, si tu veux dire. C'était pas Emmanuel, bien sûr, mais quand même assez osé. Il me plaisait, bien sûr, et certes, il me plaisait. Habillé et même à poil, il me plaisait, de tous les deux côtés. Malgré son assurance apparente, sur le plateau, Mireille d'Arc n'est pas très à l'aise avec les scènes de nu. Un jour, elle m'a dit, j'en peux plus, je veux bien être toute nue tout le temps, ça me dérange pas, mais je supporte pas qu'on me mate comme ça. La comédienne demande alors au chef opérateur d'occuper ses techniciens. Tu vas leur donner à tous un truc à faire qui sert à rien, pendant qu'on tourne, tu leur donnes ce que tu veux dans les mains, ils n'auront pas les yeux rivés sur ma poitrine. Et ça a marché très bien, elle m'a dit banco. C'est elle qui a eu l'idée. Mais j'ai un studio formidable sous les toits près de Notre-Dame.
Je ne suis pas vilaine. Je peux sortir et coucher tout de suite avec le premier homme qui me plaît. Ne suis-je pas comblée? Quand j'ai vu ça la première fois, j'étais presque scandalisé. J'imaginais qu'à l'époque, être scandalisé, c'était un petit peu ce que voulait Mireille et ce que voulait Georges Lautner aussi, révolutionner l'establishment traditionnel. Moi, j'étais fier de casser un peu les tabous. C'était risqué parce que le scandale pouvait être énorme. Le jour de la sortie en salle, le public découvre une actrice belle et provocante dans un film dérangeant pour l'époque. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. On se revoit quand? Je ne sais pas. Je vois le film et je me dis, voilà, ça y est, maintenant, on a une nouvelle concurrente qui est arrivée sur la piste et qui va quand même faire du mal à beaucoup de gens. Bardot ne jouait pas dans ce registre, Penjon ne jouait pas dans ce registre. Elle incarnait la nouvelle femme avec ce côté androgyne, pantalon, etc. Et en même temps, elle avait cette fragilité de femme-enfant avec ses petits traits. C'était le premier film où on voyait une femme prendre le pouvoir à ce point, quoi. C'était un symbole sexuel. Elle avait un côté très moderne. 2 ans avant mai 68, la comédienne devient malgré elle l'icône d'une génération. Les femmes étaient contentes, les jeunes filles surtout, parce qu'enfin quelqu'un devenait l'emblème de ce qu'elle voulait être. Une certaine libération de la femme, elle l'a incarnée, vraiment. Elle y a participé, ça c'est sûr. Mireille, qui n'a jamais milité nulle part, va se retrouver pratiquement comme la représentante du féminisme haut de gamme. On voudrait presque en faire une théoricienne de la libération de la femme, alors qu'elle s'en fout complètement en fait. Ce qu'espérait avant tout Mireille d'Arc en tournant ce film, c'est une réaction de sa famille. Je lui ai dit, mon Dieu, est-ce que vos parents doivent être fiers d'avoir une fille qui réussit? Elle m'a répondu, mes parents s'en fichent de moi. Sa famille n'est jamais venue la voir, n'a jamais vu un film d'elle. Ils disaient entre eux, mais elle fait la pute à Paris. Ses parents, non, ils ne venaient pas la voir, non. Ils téléphonaient même pas. Non. Je dis, mes parents, je n'ai jamais de nouvelles de mes parents. Et bon, je ne posais pas plus de questions. Hein. J'ai senti un peu triste, je n'ai pas insisté. C'est vraiment une blessure assez profonde chez Mireille de n'avoir jamais eu de retour de sa famille. Mireille d'Arc n'attendra plus jamais rien de ses proches, ne comptant une nouvelle fois que sur elle-même pour avancer. Et justement, son rôle dans Gallia lui offre de nouvelles perspectives au cinéma. J'avais un ami producteur américain et il a dit, tu devrais l'emmener à Los Angeles, on pourrait voir ce qu'on peut faire avec elle aux États-Unis. Elle est convoquée par les Américains pour faire une carrière américaine. Elle ne parle pas un mot d'anglais, hein, nulle en anglais. Mais elle dit pourquoi pas. Nous, on était tristes de la voir partir. On s'est dit, qu'est-ce qu'elle va aller foutre dans ce pays? Il n'avait pas envie que d'autres metteurs en scène détruisent le travail qu'il s'était efforcé de faire pour faire d'elle une vedette. Il n'avait pas envie qu'elle tourne dans de mauvais films. On était contre le fait qu'elle aille ailleurs. On était contre le fait qu'elle travaille avec d'autres que nous. Georges Lautner et Michel Audiard accompagnent tout de même la comédienne à l'aéroport avec le secret espoir de la faire changer d'avis. Lautner se fout de sa gueule, en fait, en lui disant à Hollywood, t'existeras pas alors qu'en France t'existes. Disant, dans 2 jours, t'es rentré. Devenir qui? Alors que nous, on se battait pour qu'elle devienne quelque chose ici. Mais rien n'y fait. Mireille d'Arc maintient sa décision de partir. Donc elle quitte Audiard, elle quitte Lautner, elle quitte toute sa bande de garçons, elle. Et elle s'installe dans l'avion pour Los Angeles. L'actrice attend maintenant le producteur français qui a organisé son voyage. Et comme j'étais en retard, je demande à une navette d'Air France qui passait par là, est-ce que vous pouvez m'amener à l'avion? Donc il me dit oui, oui. Mais en fait, de m'amener à l'avion, il a été chercher des passagers qui arrivaient dans une autre destination. Donc ça a duré presque une demi-heure.
Et là, elle entend l'annonce, bon, bouclez vos ceintures, l'avion va partir. Je me rappelle que le commandant était là à la passerelle en disant « Montez vite, 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 on va voir les vents contraires, dépêchez-vous, etc. » Les moteurs tournaient déjà. Alors que l'avion amorce le décollage, Raymond Danon s'inquiète de ne pas voir la comédienne à ses côtés. Il dit à l'hôtesse, je ne savais pas où est Mademoiselle Dark. Elle dit, mais c'est parti. Elle a pris son petit sac, elle a laissé sa valise, elle est repartie. Et le type est allé à Hollywood sans elle. Pendant 12 ou 14 heures, je ne sais plus, je me suis demandé ce qui lui était arrivé. Je l'ai su en arrivant à Los Angeles. Au dernier moment, elle a dit, là, il y a des gens que j'aime, je reste avec eux, et elle n'est pas partie. On lui propose Hollywood, on lui propose tout et tout et tout, mais elle est profondément française. Mireille Darc vient donc de faire une croix sur sa carrière américaine. Mais en France, tout se poursuit. Elle interprète la même année La Grande Sauterelle de Georges Lautner, mais aussi un rôle plus sombre dans Week-end de Jean-Luc Godard. Côté vie privée, à bientôt 30 ans, Mireille Darc n'a toujours pas connu le grand amour, et cela jusqu'à ce que le hasard remette sur sa route un comédien, et pas n'importe lequel. Tout à fait par hasard, on s'est rencontrés à l'aéroport, et puis on a dit bonjour bien sûr, et on a voyagé ensemble côte à côte. Et puis là, on a beaucoup parlé pendant tout le voyage. Elle me plaisait beaucoup parce qu'elle était très moderne avant son temps. Je l'avais vue dans tous les films de Lautner, je la trouvais superbement belle, magnifiquement faite, tout à fait à mon goût. Quelque temps plus tôt, l'acteur a même déjà tenté de la séduire. Il y a eu une histoire, à un moment, ils sont sur 2 tournages en Espagne. Il lui demande à quel hôtel elle est pour pouvoir la retrouver. Et elle change d'hôtel exprès le lundi pour être sûre qu'il ne va pas la retrouver. Donc elle a peur, en fait. Mireille Darc a peur de ne pas être à la hauteur de ce comédien élevé au rang de star. Il était tellement beau et tellement intense, cet homme, qu'il vous regardez, vous tombiez par terre quand même. À tomber par terre de beauté, à tomber par terre de beauté. L'espèce de froideur glaçante qu'a Alain Delon, la façon dont Alain Delon la regarde, ça lui fait peur, ça la trouble. Alain Delon, séparé depuis peu de sa femme Nathalie, va faire une nouvelle proposition à Mireille Darc. Je lui dis, écoute, si tu veux, moi je remonte à Saint-Tropez là dans une semaine parce que je vais tourner la piscine. Donc quand tu as fini ton tournage, si ça t'intéresse de venir passer quelques jours, tu m'appelles ou je t'appelle. Très bien, comme ça, parfait. Quelques semaines plus tard, le téléphone sonne dans la maison de Ramatuelle, où le comédien tourne la piscine. Elle m'a appelé, je lui ai dit, tu as fini? Oui, oui, ben écoute, si t'intéresse de venir quelques jours, ben oui. Et elle est arrivée à Saint-Tropez. Au moment où Alain Delon vit ses retrouvailles au cinéma avec Romy Schneider, son premier grand amour, Mireille Darc va finalement entrer dans sa vie. Il a une espèce d'aura, de charme, de virilité, il a un truc incroyable. Il a un charme noir, Delon. Et elle, c'était un soleil, mais qui était fait pour rencontrer cet homme. Il y a une espèce de fusion entre ces deux personnes. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils étaient célèbres. Nous nous sommes aimés, voilà. C'est la première fois de sa vie qu'elle est amoureuse d'un homme. C'est très important pour elle que cet homme brille, qu'il soit exactement l'opposé de ce qu'était son père. Mireille Darc est amoureuse et elle est loin d'imaginer que l'homme avec qui elle vient d'entamer une histoire va se retrouver au cœur d'une affaire retentissante. Nous sommes le 11 octobre 1968. Les deux comédiens regagnent Paris et pendant le trajet, Alain Delon se montre particulièrement tendu au volant. Toutes les demi-heures, il cherche une cabine téléphonique et se garde devant nerveusement, comme dans un film d'espionnage. Il ne me dit rien, ne m'explique rien. Le samedi matin, le comédien dépose Mireille Darc chez elle en lui faisant promettre de ne pas suivre l'actualité des prochains jours. Mais le lendemain, à son réveil, l'actrice fait bien entendu le contraire de ce que lui a demandé Alain Delon.
Jacques Chabot, le mystère qui entoure l'assassinat de Stevan Markovic, ce Yougoslave, ancien secrétaire et garde du corps de l'acteur de cinéma Alain Delon, ce mystère a fait encore passer une nuit blanche aux enquêteurs de la première brigade mobile. Dans Paris, ça a été un espèce de coup de tonnerre. C'était un star numéro 1 en France. On n'a pas besoin de se dire cette affaire va faire de bruit, on s'en rend compte aussitôt. Et les médias sont branchés là-dessus et ils chassent Alain Delon en permanence. Je me souviens simplement de toute cette immense faune de photographes qu'il y avait devant chez Alain. C'était inimaginable, on ne pouvait pas faire un pas. Tard dans la nuit, ils ont entendu plusieurs témoins susceptibles de rapporter des éléments nouveaux dans cette affaire assez mystérieuse. Donc parmi eux, Alain Delon et sa femme Nathalie. Oui, Stevan Markovic a été en effet pendant longtemps le secrétaire et en même temps le garde du corps d'Alain Delon. Le 1er octobre... Ce qui intéresse les enquêteurs, ce sont les relations tendues entre Alain Delon et Stevan Markovic, après la découverte d'une brève aventure avec sa femme Nathalie. Alain et Nathalie Delon ont été entendus. Dans l'esprit des enquêteurs de la PJ de Versailles, ils pensaient que Alain Delon peut-être ne disait pas tout ce qu'il savait sur la vie privée de Markovic. Quelques heures après son audition par la police judiciaire, Alain Delon appelle Mireille d'Arc et lui dit ces mots. Mimi, est-ce que tu te sens capable de m'accompagner à l'opéra ce soir? Je te préviens, ça risque d'être très dur. Mais j'aimerais bien que tu sois là, près de moi. Le lundi 14 octobre, à l'Opéra Garnier, tous les regards sont braqués sur les deux vedettes de cinéma qui s'affichent pour la première fois ensemble. Mireille lui donne le bras et donc ils essaient de faire front tous les deux dans une situation très difficile. Ils n'ont pas été accueillis d'une façon très chaleureuse. Tout le monde tourne le dos à Alain Delon. La plupart des gens considèrent que Delon est devenu un personnage sulfureux depuis 24 heures. Avec ce parfum de soupçon chez certains, est-ce qu'il n'est pas pour quelque chose dans le meurtre de Markovic? Je vois au loin, un peu isolé, à l'écart, Mireille d'Arc et Alain Delon, comme ça dans un coin. Si certains ont pu leur tourner le dos à cette époque, je trouve ça minable, lamentable. Pour tenter d'échapper à la pression médiatique, Alain Delon va modifier le plan de tournage d'un film qui doit le réunir à l'écran avec Mireille. Un film où, étrangement, ils incarnent un couple en cavale. On était à Bruges, c'était pas Paris, on prenait déjà de la distance. Il voulait quitter la France pour être un peu plus tranquille pendant son tournage, ne pas avoir à assumer des gens qui viennent chez lui ou qui lui téléphonent. Et sur le plateau, toutes les précautions ont été prises pour garantir la tranquillité des comédiens. C'était surveillé, le tournage, les décors, tout ça était surveillé, qu'il n'y ait pas trop, justement, ni de photographes, ni de gens qui viennent faire des histoires ou quoi que ce soit. Delon est miné de l'intérieur. Alors on peut croire que c'est à cause du scénario, mais il est miné dans la vraie vie et ça se sent, quoi. Il était très attentif à ce que Mireille ne subisse pas, en quelque sorte, les remous là, de tous ces problèmes. Dans l'entourage de Mireille, certains proches lui conseillent même de ne plus fréquenter l'acteur pour ne pas nuire à sa carrière, en vain. Elle a été un soutien très très fort à cette époque-là, j'en avais besoin. C'est quelqu'un, Mireille, sur qui on peut se poser, on peut s'accrocher, on peut compter sur elle. C'est quelqu'un de fabuleux qui donne tout avant de demander. Le temps du tournage, Mireille et Alain espéraient trouver un peu de calme. Mais ils n'en ont pas fini avec l'affaire. Les enquêteurs veulent à nouveau entendre celui que la rumeur désigne comme le commanditaire du meurtre. De toute façon, je n'ai aucune déclaration à faire. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que je suis invité à me présenter en qualité de témoin. Je ne viens pas à la première d'un film, il n'y a pas de gala ni de vedette, du moins en ce qui me concerne. Merci. Et 9 mois après le début de l'enquête, en juin 1969, c'est au tour de Mireille d'Arc d'être entendue par la police. Elle partage sa vie, c'est un peu normal, il l'interroge et quelque peu qu'elle sache de cette histoire. On voyait bien qu'elle était pas contente d'être là, c'est évident, mais elle répondait de bonne grâce aux questions que lui posaient mes collègues de la PJ de Versailles. Plus nous avançons,
plus j'ai le sentiment de m'enfoncer dans un cauchemar. Car voilà que les deux hommes en face de moi, l'un assis, l'autre debout, prétendent que je travaille chez Madame Claude. Enfin, c'est ridicule. Je n'ai jamais rencontré cette femme. Elle était très contrariée, très contrariée. Mais la procédure est ainsi faite que les enquêteurs ont été obligés d'aller en perquisition chez elle. La fouille dure près de 3 heures. Le bureau de Véronique est sans dessus-dessous. Ma chambre, mes armoires, ma salle de bain, la cuisine. Et tout ça pour rien, naturellement. J'imagine que même s'il y a eu quelque chose à cacher de la part d'Alain Delon, c'est pas chez elle qu'il aurait laissé des documents. Hein. La déposition et la perquisition seront consignées dans l'épais dossier de l'affaire Markovitch, mais la comédienne ne sera plus jamais inquiétée. Il faudra attendre 8 ans après le déclenchement de l'affaire Markovitch pour qu'Alain Delon bénéficie finalement d'un non-lieu. Cette affaire très médiatisée aurait pu mettre un terme à sa relation avec Mireille d'Arc, mais au contraire, elle va renforcer leur histoire. Les deux comédiens décident alors de s'installer ensemble et l'actrice s'apprête à endosser un rôle qu'elle n'a encore jamais tenu. Petit à petit, au quotidien, elle s'installe et elle gère la vie de mon père. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, moi, de l'extérieur. Elle s'occupe de lui. C'était la femme d'un homme. Elle fait tout comme une femme, je dirais comme une femme qui n'existe peut-être plus aujourd'hui. Elle faisait un peu tout ce qu'il souhaitait, quoi, tout ce qu'il désirait. J'allais dire, c'est un peu normal, une femme amoureuse. Elle me disait que parfois elle se réveillait la nuit pour le regarder dormir, tellement elle était... Elle n'en revenait pas qu'il l'ait choisi, elle. Elle s'occupe d'un homme qu'elle aime et elle fait tout dans une maison, elle fait tout dans une propriété, elle fait tout avec lui. Et elle l'aime passionnément et tout ce qui compte, tout part de lui, tout compte d'abord pour lui, c'est lui, 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 lui. C'était parfait parce que c'est presque comme si elle le maternait. Elle qui avait toujours revendiqué sa liberté vis-à-vis des hommes, va même jusqu'à jouer le rôle d'assistante au quotidien. Dans l'après-midi, il dit à Mireille, voilà ce que je voudrais emporter. Et il y avait une petite liste de courses. Et Mireille me dit, bon, allez, on se dépêche, il lui fallait du parfum, il lui fallait des bricoles, et il lui fallait des caleçons. Très bien, on fait toutes les courses, on rentre à 7h du soir, 6h du soir. Et là, drame, on a oublié les caleçons. Je suis arrivée dans cette engueulade et j'ai dit, Alain, on s'énerve pas, qu'est-ce qui manque? Les caleçons, je pars, tu les auras pour partir. Et là, il me revient, oh, mademoiselle de Villèle, mais bien sûr, à 7h du soir, tu vas me rapporter les caleçons. Eh bien, je lui dis oui, je vais te les rapporter. Je suis partie, je suis arrivée dans un magasin aux Champs-Élysées et le type me dit, quelle taille? Et je lui dis, merde, j'ai pas la taille. Ah, écoutez, alors si vous n'avez pas la taille, il ressemble quoi? Il ressemble à un Michel Simon ou à Alain Delon? Je lui dis, voilà, c'est pas bête. Il a tout à fait le style d'Alain Delon. C'est exactement Alain Delon. La comédienne est prête à tout pour combler les désirs de l'acteur, y compris les plus extravagants. Alain Delon rentre en disant qu'il a repéré une très belle propriété, que c'est somptueux et qu'il voudrait l'acheter. Et là, elle embraye à toute vitesse. Il veut cette propriété de Douchy et elle dit, allons la voir tout de suite. Il nous a emmenés en hélicoptère pour survoler cette colonie de vacances. C'était une ancienne colonie de vacances des enfants de la SNCF, donc il y avait des huttes partout, des baraques partout. C'était une ruine, avec des petits lavabos d'enfants, mais il y en avait 300, 400, les uns à côté des autres, alignés. Alain a dit, vous voyez, c'est là, c'est exactement là, je veux une pièce d'eau. Il faut un étang, il faut un lac magnifique, on mettra une barque et des canards, je voudrais des canards. Genre, on va trouver des canards, Alain, ne t'inquiète pas, on va trouver des canards. Mireille d'Arc vient de comprendre que c'est elle qui va mener ce chantier, celui de cette énorme propriété dans le Loiret. Ce jour-là, elle confie ses doutes à son assistante. Si tu te rends compte, il vient d'acheter un château, mais il veut le faire démolir, il veut faire un lac au milieu. Qu'est-ce qu'on va faire, Véro? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est à ce moment-là qu'Alain Delon dresse la liste de ses envies pour cette propriété. Une piscine avec un pool house, avec une maison d'amis, avec enfin, un vrai village.
Et on a fait aussi un camp d'entraînement de boxe à l'époque. Et puis rien ne doit être impossible pour lui. Donc quand il demande quelque chose, on doit le trouver, on doit le faire. Et c'était bon. À quelle heure ce sera fini? J'attends là, on n'a pas démarré, on n'a même pas démarré ce qu'on allait mettre dedans. Alors dépêchez-vous, dépêchez-vous. Pendant des mois, Mireille d'Arc prend son rôle à cœur, quitte à mettre sa carrière entre parenthèses. Elle est attentive à tous ses désirs, à faire exactement comme il veut, à lui demander les couleurs qui lui plaisent, les objets qui lui plaisent, à deviner ce qui lui plaît. Mireille lui a fait un paradis, une maison extraordinaire, extraordinaire, entièrement organisée, orchestrée par Mireille. Elle a été femme, maîtresse de maison, assistante. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué que Mireille avec Alain. Mireille va également trouver sa place auprès d'Anthony, le fils d'Alain et Nathalie Delon. Elle est quand même assez discrète, elle ne s'implique pas trop au départ. Voilà, elle reste à sa place. Elle reste à sa place, et puis petit à petit, cette place, elle l'a prise. Et puis c'est devenu Mimi. Et puis là, évidemment, notre rapport voilà, s'est posé, installé. Donc elle s'est aussi beaucoup occupée de mon fils comme de son enfant. Elle défendait Anthony dès qu'il y avait un petit trouble entre son père et elle. Elle a toujours été un tampon, elle s'est toujours occupée d'Anthony, mais moi, ça me donnait... Quelquefois, je me disais, c'est fou, c'est extraordinaire. C'est exactement comme si c'était son fils. Petit, j'étais un petit peu turbulent. Mon père avait un caractère un peu enflammé, donc elle faisait un peu le tampon. Et, elle m'arrangeait les coups. Elle faisait le tampon. Il venait se faire protéger quand il faisait une connerie, parce qu'il en faisait, et que son père rouspétait un peu trop. Il venait se réfugier près de Mireille, qu'il a toujours défendu et protégé, toujours. Elle n'a jamais voulu remplacer ma mère, elle a toujours été très fine pour ça. Cette complicité avec Anthony ravive un peu plus encore chez Mireille une douleur personnelle liée à ses désirs de maternité. Mireille, elle a des aspects dans sa vie qui sont très secrets. Cette absence d'enfant, essayer d'en avoir, ne pas y arriver, elle ne m'en parlait pas. Je dirais que c'est une espèce de solitude, elle gérait ça seule. Moi, je le ressentais, ça. La comédienne ne vit plus que pour Alain Delon, et cette exclusivité commence à inquiéter ses amis. Moi, je disais, mais arrête, quoi. Tu es où dans cette histoire? Tu es où, Mimi, toi? Tu es où? Parce qu'il n'y avait pas de place beaucoup pour elle. Moi, ça me faisait de la peine, quoi. Elle était très dans son ombre. Moi, ça me révulsait, ça. Je me disais, comment on fait dans l'ombre d'un homme? Surtout que c'était une grande actrice, Mireille, quand elle l'a rencontrée. Elle ne faisait pas des choses, quelquefois, pour être avec lui. Je suis à peu près sûre qu'elle a dû refuser des tournages ou des choses par rapport au fait d'être plus proche de lui, sûr. Personnellement, j'aurais préféré qu'elle tourne plus, oui, mais bon, elle a fait ce qu'elle a voulu, ou ce qu'elle a pu. À force de ne plus tourner dans des films, de ne plus donner de place à sa carrière, de ne plus donner d'importance à sa carrière, de rester à la maison, à s'occuper des chiens, des matchs de boxe, des copains, vous voyez, des humeurs. Elle a laissé passer cette carrière, quand même. Mireille d'Arc a même pris une décision radicale, dont elle a fait part à son compagnon. Mireille m'a demandé un jour, m'a dit, écoute, tu sais, j'ai réfléchi à une chose, je vais m'arrêter de faire du cinéma pour m'occuper de toi. Et je lui ai dit, écoute Mireille, ça me bouleverse ce que tu me dis, mais je t'interdis de t'arrêter de faire ce métier, tu vas le continuer ce métier, tu vas faire ce métier parce que tu l'aimes, tu vas faire ce métier parce que tu es bien, et tu t'occuperas de moi quand même. Voilà. Mais elle voulait s'arrêter vraiment. Mais un réalisateur va se montrer plus persuasif que les autres. Yves Robert a 2 arguments de poids, un tournage très court et un premier rôle féminin, celui d'une espionne de charme imaginée par le scénariste Francis Weber. Elle avait une très jolie poitrine, mais assez menue. Le décolleté arrière était un peu plus riche que le décolleté avant. D'où la fameuse robe, une robe décolletée jusqu'aux limites de la correctionnelle, c'est-à-dire qu'elle pouvait se faire arrêter à la limite. Dans Le plus grand secret,
le couturier Guy Laroche est chargé de fabriquer cette robe décolletée aux limites de la correctionnelle. Oh, qu'est-ce qu'on a ri. Ça nous a tellement fait rire. Rien qu'en la dessinant, on hurlait de rire. Je me rappelle de Guy Laroche disant, bon, on va accentuer encore, on va accentuer. La comédienne, elle aussi, se prête au jeu du couturier lors des premiers essayages. Elle lui disait, allez, vas-y, descends, on va s'amuser et tout ça. La question que l'on pouvait tous se poser, c'était pourvu que ça tienne. La robe maintenant confectionnée, le réalisateur du film a fait passer une consigne à toute son équipe, mais également à son épouse. Il m'avait dit, tu ne parles pas de la robe, sinon je te tue. Tu la boucles. De son côté, celui qui doit incarner le grand blond s'étonne et s'inquiète de ne pas encore avoir rencontré sa partenaire. J'avais fait 2 films avant, qui avaient bien marché certes, mais c'était que 2. Elle en était à son bien. J'étais déjà une star. 3 semaines avant, j'ai demandé à Yves, j'ai dit, Yves, je voudrais bien que tu me la présentes quand même, parce que j'avais un peu le trac aussi et tout ça. Oui, bien sûr, t'inquiète pas. Puis 8 jours avant, j'ai dit, dis donc Yves, il n'y a plus que 8 jours. Hein. Quand est-ce que je la vois à Mireille? Mais oui, on va arranger ça. Pourtant, le réalisateur n'arrange finalement rien, et le matin du premier jour du tournage, Pierre Richard est toujours dans l'attente de voir Mireille d'Arc. Le matin, j'étais au maquillage, j'ai dit, mais elle est où Mireille? Je voudrais au moins la voir, lui faire connaissance avant. Et on me dit, elle n'est pas là, c'était flou, je sais pas, il entretenait le flou, personne ne me disait où elle était. Le comédien est alors conduit sur le plateau. On m'a mis dans un escalier, j'ai monté l'escalier, j'ai frappé à la porte, ça c'était la scène, moteur. Venez. Et paf, j'ai reçu Mireille en pleine figure. Bonsoir. J'étais quand même un peu chancelant, parce qu'elle était vraiment superbement belle. Avec sa voix et ses yeux, bonsoir. Je me souviens, j'ai eu bonsoir. J'avais ma voix qui s'est étranglée. Bonsoir. Et là-dessus, elle se retourne. Et là... C'est bien passé, le concert? Il voulait au fond capter en moi cette vivacité de yaourt aux poires. Complètement abéti. Mes amis viennent de partir. Oui, ce sont d'horribles coups chauds. C'est la première fois que je voyais Mireille. J'ai connu Mireille comme ça, dans cette robe mythique. Pour séduire le béné qui était Pierre Richard, c'était exactement l'arme fatale. Là. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Champagne, whisky, cognac? Je veux bien un petit peu de champagne, mais c'est magnifique. Ici. Oui. Rien ne la maintient. Sur le corps de Mireille, il suffisait de prendre par 2 extrémités un petit bout de tissu noir et elle était nue. C'est ce que cela suggère. C'était le comble de la beauté. Ah, elle était éblouissante, hein. Lors de sa sortie, Venez. le grand blond avec une chaussure noire réunira 3 millions de spectateurs au cinéma et ce succès fera de Mireille d'Arc une actrice populaire. Cette robe noire fendue jusqu'aux fesses, les gens ils se rappellent que ça. C'est quand même extraordinaire. La robe est quand même a plus attiré que ma chaussure. La chaussure, disons qu'on jette ailleurs en disant tiens, il a une chaussure noire et une chaussure rouge. La robe, on s'y attarde plus volontiers. Tout le monde était tombé amoureux de Mireille d'Arc. C'est la première fois qu'on a envie de voir une femme davantage de dos que de face. Il fallait être gonflé, il fallait être Mireille d'Arc. Il y avait Ken qui pouvait porter cette robe. Comme elle est très cambrée, qu'elle a un dos magnifique, ça avait fait un événement, oui. Tout le monde se souvient de cette robe. Une robe mythique, un rôle emblématique. Pour son retour à l'écran, Mireille d'Arc a frappé fort. Elle rêvait d'être une tragédienne. Elle est plus que jamais une actrice populaire. Les réalisateurs et les spectateurs continuent de voir en elle le symbole de la féminité. Une femme blonde, charmante, sexy et marrante, c'est comme cela qu'elle se définit elle-même. Cependant, sa carrière n'est plus sa priorité. À 41 ans, Mireille d'Arc rêve de fonder une famille avec l'homme qu'elle aime. Seulement, un événement va venir briser tout cela. Le 30 décembre 1979,
Mireille Darc et Alain Delon se retrouvent au calme, dans leur maison de Douchy. Douchy, c'était vraiment la maison des week-ends. La maison de famille du week-end, c'était une vie qui n'avait rien à voir avec Hollywood et le cinéma. C'était vraiment une vie de famille. À 15h, ce jour-là, alors qu'elle dispute une partie de cartes, Mireille se plaint soudainement d'une douleur aiguë dans la poitrine. Elle a eu un malaise avec une difficulté à s'exprimer, une petite gêne dans la main qui tenait les cartes. À ce moment-là, les cartes sont tombées de sa main. J'ai appelé Gros-Goja qui était son spécialiste. La description des symptômes permet au médecin de poser très vite un diagnostic. C'est sûr qu'on pense tout de suite à l'embolie cérébrale. Mireille savait, et Alain aussi, qu'elle avait une maladie cardiaque. Par conséquent, elle pouvait être sujet à des problèmes de ce type. Il y avait une insuffisance cardiaque. On n'en parlait jamais, mais elle était quand même très perturbée par sa santé. En fait, tout remonte à l'enfance, à ses angines mal soignées, qui ont fragilisé son cœur. On disait que Mireille avait un souffle au cœur. J'ai toujours entendu dire ça. Sa maman n'en parlait pas beaucoup de ça, de toute façon. Elle en veut à ses parents de ne pas s'être préoccupée d'elle et d'avoir fait d'elle une malade du cœur. Elle leur pardonnera jamais, en fait, de l'avoir négligée à ce point-là. Parce que c'était rien, en fait. Il suffisait de la faire soigner. Dès le lendemain de cette première alerte, le message du cardiologue va être direct. Ça suffit, nous avons suffisamment contemplé cette maladie qui commence à donner des complications. Il faut faire quelque chose et c'est là que nous prenons la décision de l'opérer. Lorsqu'un professeur comme ça vous dit qu'il faut absolument faire ça, on le fait. Mireille ne peut plus repousser cette lourde opération du cœur, mais elle pose certaines conditions à son chirurgien. Je suis une actrice, et une actrice en particulier qui parfois joue sur son décolleté. Je ne veux pas être obligé de mettre une rivière de diamants ou un pendentif en permanence. J'aimerais bien ne pas avoir, comme on dit, la cicatrice verticale ici en plein milieu sur le sternum. Mireille m'a dit, mais d'abord, moi, je voudrais être opéré à un moment particulier. Ah, je dis, oui, parce que je crois aux astres, et alors il faut que ma conjonction astrale soit bonne ce jour-là, donc ça serait, etc. Est-ce que c'est possible? Bon, je dis, oui, ça n'a rien d'impossible. Le 7 mars 1980, la comédienne est conduite au bloc opératoire de la Pitié-Salpêtrière. Elle était très confiante, très en forme. Elle n'a pas redouté du tout, au contraire, elle le souhaitait pour justement être bien après et peut-être avoir assouvir des souhaits qu'elle souhaitait, comme les enfants par exemple. Et non, elle attendait ça avec plaisir, avec joie, avec force, avec vérité, parce qu'elle avait tout à fait confiance dans les gens qui s'occupaient d'elle. Tout le monde portait des masques. Elle n'a vu que mes yeux comme ça, et donc je lui ai dit, ça va Mireille, tout va bien? Elle me dit, oui, ça va, je suis content, maintenant je vous ai vu, ça va aller. J'étais là, bien sûr, je lui tenais la main un moment, et puis j'étais bouleversé, parce que moi je n'étais pas endormi du tout, elle était endormie, et je m'en souviens très 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 bien. Le cœur de Mireille Darc est alors arrêté, le temps pour le chirurgien de poser une valve artificielle. C'est une petite bille qui, à chaque battement, s'éloigne ou recule pour laisser passer le sang ou l'arrêter. 8 heures plus tard, la comédienne va reprendre connaissance en salle de réanimation. Elle était heureuse, elle disait maintenant, voilà, je suis une femme, je suis tranquille, il n'y a plus de problème, je suis soignée et tout va bien, voilà, c'est tout. Je me souviens de ce claque dans la poitrine. Ça fait clac, 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 clac. Je suis
suis arrivé, il m'a dit, tu peux pas savoir, j'arrive plus à dormir l'après-midi le soir, et ça m'a fait du bruit mon truc. Je lui ai dit, mais tu vas t'habituer. On passait notre temps comme ça avec l'oreille, j'ai passé mon temps à écouter le cœur qui battait. C'est très beau d'écouter, d'entendre le cœur de la femme qu'on aime, qui bat, et qui bat bien. Il se montre généreux, capable de dire les mots qu'il faut. C'est un juste retour des choses et c'est très important pour elle. Il lui apportait à déjeuner parce qu'il trouvait peut-être que le menu de l'hôpital n'était pas merveilleux. Alors il lui amenait un plateau de chez le nôtre et lui il mangeait le menu de l'hôpital. J'étais présent, oui, comme près de quelqu'un qu'on aime et qu'on est en train de soigner et que j'avais hâte de voir guérir et que j'étais anxieux de savoir ce qui se passait exactement, bien sûr. Cependant, dès la sortie de l'hôpital, le comédien est très vite rattrapé par son métier et la réalisation de son premier long métrage. Mireille d'Arc, elle, se sent abandonnée. Je suis sauvée et lui se remet à vivre. Il m'a beaucoup donné. Il faudrait qu'en retour, je lui donne cet enfant qu'il espère. Mais je n'ai rien d'autre que mon cœur à lui offrir. Alors il commence à regarder ailleurs et nous sentons l'un comme l'autre que nous partons à la dérive. Mireille ne pouvait pas avoir d'enfant. Et moi, j'avais absolument besoin, j'avais envie d'un garçon et d'une fille. Et le destin aurait peut-être changé, l'avenir aurait peut-être été différent si nous avions eu ensemble 1 ou 2 enfants, c'est vrai. C'est ce que nous désirions le plus au monde et ce que nous souhaitions le plus au monde. Et c'était malheureusement impossible. En septembre 1981, à la première du film Pour la peau d'un flic, Mireille d'Arc sait que pendant le tournage, une relation est née entre Alain Delon et sa partenaire, la comédienne Anne Parillo. Pendant de longs mois toutefois, le couple continue de cohabiter. Jusqu'à ce 12 juin 1983, où Mireille d'Arc prend la décision de quitter l'appartement. Elle est partie avec son sac. Elle est partie avec son sac. C'est-à-dire qu'elle a mis 15 ans de vie derrière, elle a pris son sac, elle est partie. Elle m'a dit, voilà, je viens de me séparer d'Alain Delon. Et comme ça. Elle l'aimait à la folie, donc ça a dû être super dur. Elle a été tellement malheureuse quand ça s'est fini, cette histoire, tellement malheureuse. Elle a été brûlée, je pense, brûlée. Le départ de Mireille d'Arc marque la fin d'une passion amoureuse qui aura duré 15 ans. Mais pour le moment, cette rupture est gardée secrète. Officiellement, la comédienne continue de s'occuper des affaires d'Alain Delon. Et à la demande de l'acteur, elle a même accepté de le représenter à des rendez-vous importants en Italie et en Suisse. Ce 7 juillet 1983, sa voiture roule d'ailleurs en direction de Genève. Il n'y avait pas de limitation de vitesse, mais je suis arrivé trop vite dans le tunnel. Après une centaine de mètres, un énorme smirmorque se déplace subitement sur la gauche. On n'a pas pu éviter le choc. Mireille hurlait de douleur. Elle est à demi inconsciente et prisonnière du véhicule. La voiture fumait tellement que j'étais vraiment persuadé qu'elle allait exploser. J'ai été pris de panique et j'ai voulu extraire Mireille de la carcasse de la voiture. Les secours arrivent rapidement sur place et prennent en charge la comédienne. J'ai eu un réflexe de vouloir dire au personnel médical et aux médecins qu'elle était sous anticoagulant et qu'elle avait un pacemaker. Mireille est transportée à l'hôpital le plus proche, dans un état jugé préoccupant. Quelqu'un m'a téléphoné en me disant voilà un accident, enfin quelqu'un de notre proche de nous qui m'avait raconté l'accident et tout de suite je suis parti en hélico la chercher. Je me souviens d'avoir eu peur à cause du cœur. C'est-à-dire que c'était pas l'impact, c'est pas le choc, c'était le cœur. Est-ce qu'il aurait pu prendre un coup? Le cœur n'a pas été touché, mais la comédienne souffre de très nombreuses fractures.
Elle est en miettes, en fait. Elle est toute brisée de partout. Et elle était bleue. Tout le corps était bleu, tu méfiais. C'est incroyable qu'elle soit pas morte. Quand vous voyez les photos de la voiture, c'est... Le lendemain matin, devant l'hôpital italien de la ville d'Aoste, les journalistes attendent une réaction d'Alain Delon, arrivé dans la nuit. Eh ben, elle restera encore ici jusque demain ou après-demain. Ensuite, je l'emmènerai sûrement dans un hôpital à Genève, où elle restera, à mon avis, avant de sortir, au moins 1 mois de chambre, parce que le temps que les vertèbres se ressoudent, elle a au moins 1 mois de lit corseté et plâtré. Je le trouve pas inquiet, je le trouve maîtrisant la situation, donnant le dernier bulletin de santé qui venait d'avoir par les médecins. Comment est le moral? Le sien ou le mien? Les deux. Le mien est très bon, moi, depuis que je sais que tout va bien, je veux dire, il est très bon. Le sien, il est tout à fait normal, il est comme quelqu'un qui ressort d'un accident de la route et qui se retrouve sur un hôpital, c'est-à-dire pas brillant. Il prend tout en main, et d'une manière assez incroyable, c'est-à-dire qu'il gère tout. Le côté médical, le côté médiatique, les amis qui viennent voir, il les gère, une espèce de maître de cérémonie incroyable. La presse ne sait toujours rien de la rupture entre Alain Delon et Mireille d'Arc. Elle est très consciente, et c'est pour ça que c'est très douloureux pour elle, elle est très consciente qu'Alain Delon est dans le devoir, qu'il s'occupe d'elle, mais qu'en fait, il aime ailleurs. La comédienne va rester immobilisée pendant 3 mois. Elle a quand même été plâtrée pendant des mois, du doigt de pied jusqu'au menton. Elle disait, mais je vais m'en sortir, mais je ne suis pas morte. Elle a toujours un truc de vie, quoi, de survie, Et un homme va l'aider à vivre cette longue période d'immobilisation. Pierre Barret dirige la radio Europe 1, et c'est avec lui que Mireille d'Arc avait prévu de dîner le soir de son accident. Il était là pour la faire manger à la petite cuillère, pour lui essuyer le front. Il arrive vraiment au bon moment. Mireille d'Arc, à ce moment-là, elle a besoin de se reconstituer, de se retrouver. Pierre était à la fois très différent parce que beaucoup plus réservé, pas un homme d'image, et qui tout de suite lui a apporté un soutien dont elle avait sans doute besoin. Pierre Barret lui a réinsufflé aussi un appétit de vivre. Comme un défi à la vie, Pierre Barret lui propose alors de le suivre dans une aventure sportive extrême, le rallye des pharaons. C'est un rallye qui se passait en Égypte. Il y avait des camions, des voitures, des motos et des ULM. Il lui a dit, mais si tu peux le faire, quoi, alors qu'elle sortait quand même de son opération. 3 mois après son accident grave, l'actrice maintenue par un corset se retrouve donc en plein désert. D'étape en étape, elle le suivait par la route. Ce qui évidemment lui était fortement déconseillé, bon, elle l'avait fait quand même. Il faut reconnaître qu'elle ne s'est jamais plaint une seconde des conditions dans lesquelles elle était transportée dans cette voiture et tout. De toute façon, si Mireille a mal, vous ne le savez pas. Ça ne se voit pas sur son visage. Encouragée par son compagnon, Mireille poursuit le périple et elle va même accepter un vol en ULM. Pierre l'a un petit peu poussée, je crois qu'elle me faisait assez confiance. Et puis il y avait les pyramides, quoi. C'était l'occasion ou jamais. J'étais monté rapidement très haut pour que ça soit un vol confortable. Et là, vraiment, on a l'impression de voler comme un oiseau. Elle irradiait la joie de vivre, le bonheur et tout. Elle semblait très, très heureuse. Elle partage quelque chose de nouveau, donc sans doute une complicité naissante. Pierre, ça a été, je pense, une histoire formidable dans sa vie. Ça a été un soleil. C'était un homme intelligent, engagé, courageux, aventurier. Je pense que, il était à la hauteur. Parce que c'était pas facile de remplacer mon père. Elle sortait de 15 ans d'Alain Delon, où il n'y avait que Alain Delon qui prenait toute la place. Elle rencontre un homme qui lui donne toute la place. Ça fait une différence. Hein. Et ce nouvel homme dans sa vie l'encourage à refaire du cinéma, mais à 50 ans, les propositions se font de plus en plus rares. Elle était bien consciente qu'à un certain âge, son personnage était plus difficile à employer au cinéma qu'avant. C'est pas parce qu'elle refuse beaucoup de choses, hein, on est passé à autre chose, voilà, elle était moins sollicitée.
Elle a assez vite compris qu'elle n'allait pas rester une actrice assise devant son téléphone à attendre qu'on lui propose des rôles. En réalité, elle a déjà une autre idée en tête. Elle me dit, je veux faire un film. Je dis, d'accord. Et puis elle me dit, j'ai trouvé une idée de scénario. Je dis, qu'est-ce que c'est? Elle me dit, La Barbare. La Barbare, un livre écrit quelques années plus tôt par son amie Catherine Pancol. Moi, mon livre, c'est l'histoire d'une gamine qui fait irruption dans un couple et qui va tout détruire. Chercher l'erreur, hein. Chercher la femme, chercher l'erreur. C'est vrai que les histoires passionnelles m'intéressent parce que peut-être je suis quelqu'un qui en a vécu et qui aime ça et puis les gens m'intéressent à travers justement leurs faiblesses et leurs forces. C'était son histoire, La Barbare. C'était même plus mon livre à moi, c'était son histoire à elle. Une histoire personnelle que la comédienne ne souhaite pas incarner. Une femme, finalement, vit devant un miroir, projette son image. Et je suis dans une période de ma vie où j'ai peut-être pas envie de ça, où je l'ai peut-être fait assez. Pour le rôle masculin, celui d'un séducteur, Mireille Darc pense naturellement à un comédien. Elle charge alors le producteur du film de lui proposer. Et moi, je vais voir Alain, et je lui dis, Alain, le personnage, c'est vraiment pour toi, parce que c'est ça qu'elle veut faire le film. Fais le film, au moins, renvoie l'ascenseur. Il m'a dit, je vais pas le faire. Bon, très bien. Il n'a pas voulu. Elle était peinée, oui, peinée quand même, parce qu'elle n'attendait pas à ce qu'il lui dise non comme ça. Mais enfin bon, c'est une battante, hein, c'est pas... Et puis à l'époque, Pierre Barret, déjà, c'est un grave problème, déjà. Ce grave problème, c'est l'état de santé de son compagnon, qui se dégrade de jour en jour. Il s'est senti pas bien, puis il a fait des examens, ça n'allait pas. Au début, c'était une hépatite. Et puis progressivement, cette hépatite ne se guérissait pas. Et puis progressivement, elle s'est transformée en cancer. Mireille a eu, pour Pierre, la tentation d'abandonner pour ne pas l'abandonner lui. Et Pierre insiste et la convainc que non, elle doit aller au bout de son projet. En mai 1988, Pierre Barret subit une greffe du foie à Paris. Mireille, elle, tourne les premières images de La Barbare en Tunisie. Elle était un peu nerveuse, fatiguée. On tournait dans le désert, beaucoup. On est très peu à le savoir. Et elle mène sa barque avec une présence sereine. Ce qui est un tour de force quand même, quand on connaît la situation. Mireille, tous les samedis en fin de journée, prend un avion pour Paris et elle passe 24 heures avec Pierre, qui lui font à la fois beaucoup de bien, mais qui, je me dis aussi, qui probablement la lamine, et elle garde pour elle ce déchirement intérieur. Au moment où la réalisatrice termine le tournage de son film, une terrible nouvelle tombe. Malheureusement, il y a une rechute, et qui est assez fulgurante. Elle va travailler, mais en même temps, on voit bien que Pierre s'en va, quoi. Donc c'est quand même très difficile, très difficile. Elle y a cru jusqu'au dernier peut-être 15 jours. Elle a toujours pensé qu'il pourrait y avoir un miracle. Mais le miracle n'arrivera jamais. Le 16 octobre 1988, Pierre Barret meurt à l'hôpital à l'âge de 52 ans. S'y attendait. Mais au moment où ça arrive, c'est toujours évidemment terriblement douloureux. Et quand il est parti, ça a été terrible pour elle. Terrible, terrible. Elle passait des nuits entières à pleurer, à hurler de douleur, à pleurer, quoi. Mais le matin, vous alliez la voir, elle était... et jamais elle alourdissait les gens avec son chagrin. Jamais. La douleur, elle met une espèce de barrière. C'est genre, je gère moi seule. C'est elle, c'est un soldat.
Ce que Mireille d'Arc ne sait pas, c'est que quelques heures avant son décès, Pierre Barret a fait venir un homme à son chevet. Il m'a dit, je compte sur toi, je te demande de prendre soin d'elle, etc., etc. Sur son lit de mort. Je lui ai dit, je te le promets, Pierre, je te le jure. Après cette disparition, Mireille d'Arc mettra de longs mois à reprendre goût à la vie. Elle trouvera, dans la réalisation d'un documentaire sur les greffes d'organes, le moyen d'évoquer le combat de son compagnon contre la maladie. Les Français découvrent alors une nouvelle facette de sa personnalité, celle d'une femme sensible et engagée. A-t-elle pour autant tourné la page de la scène? Pas si sûr. Nous étions à Rome, sur un marché, et elle me dit, il y a Alain qui m'appelle. Alain lui dit, est-ce que tu veux jouer une pièce de théâtre avec moi? Tu réfléchis, tu me réponds seulement oui ou non. Je te dirai pas quoi, je te dirai rien du tout. Je veux que ce soit toi qui le fasses. Elle me dit, j'ai même pas réfléchi tout de suite. Elle me dit tout de suite. Et il raccroche. C'est Alain, ça. C'est chaud d'Alain, parce que ça veut bien dire qu'on le choisit lui. 24 ans après leur rupture, Mireille d'Arc vient d'accepter de jouer avec son ancien compagnon une histoire d'amour entre une femme mariée et un photographe de passage dans la pièce sur la route de Madison. C'est une pièce sur la naissance du désir chez des gens qui n'ont plus 20 ans. C'est une espèce de remake de leur histoire d'amour. Ils étaient faits pour la pièce, ou l'histoire était faite pour eux. C'est extraordinaire sur le papier, non? La route de Madison, Alain Delon, Mireille d'Arc, vous ne pouvez pas faire plus belle affiche. C'est difficile, hein, cette pièce. Il y a quand même une grande mythologie sur le film. C'est quand même un pari complètement fou de vouloir faire ça au théâtre. Alain Delon, Mireille d'Arc, l'affiche et la promesse sont belles, mais les deux comédiens seront-ils à la hauteur de l'événement? Dès les premières répétitions, l'émotion des retrouvailles est très forte. Je sais qu'ils ont été très remués de se retrouver. Pour Mireille, ça a été à un moment donné, elle a eu des insomnies, elle avait du mal à dormir, elle était très fatiguée. Alain aussi. Il a eu plusieurs rhumes coup sur coup. Le corps raconte des trucs, hein. Au fil des semaines, l'ambiance se détend et la complicité entre les deux acteurs va apporter plus de vérité à leur jeu. Je demandais à Alain de venir se mettre derrière Mireille et de la prendre, vous savez, comme un homme prend une femme, comme ça, dans ses bras. Et en fait, au moment où leurs deux corps se sont emboîtés, comme ça, c'était d'une beauté, et surtout, c'était évident. Et je me souviens que j'ai fait... Oh, j'ai une espèce de réaction. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais c'est juste magnifique. Il me dit, bah oui. Pour eux, c'était normal, parce que c'est comme s'il y avait la mémoire dans leur corps de plein de choses. Le soir de la première, le tout Paris se presse au Théâtre Marigny pour voir sur scène ce couple mythique. Et en coulisses, l'impatience se mêle à l'angoisse. Alain, c'est comme un jeune acteur enthousiaste. Il va voir par le trou du rideau si les gens qu'il aime sont là. Mireille est plus concentrée sur le personnage. Alain la soutient beaucoup, il prend beaucoup les mains, il lui dit ça va être bien, ça va être bien. Pour moi, c'était magique. C'était magique. J'ai l'impression d'être 20 ans ou 30 ans en arrière, à Douchy ou dans le Midi. Et de les voir ensemble, c'était très émouvant. Ouais. Ils étaient très émus, hein. Peut-être plus que le public. Il n'existe aucune captation de ces retrouvailles entre les deux stars. Seuls les spectateurs ont donc pu voir à la fin de la pièce un clin d'œil de Mireille d'Arc à l'un de ses rôles les plus populaires, celui d'une grande blonde avec une longue robe noire. Bien sûr, il avait été décidé que je descendrais la lumière très très vite. Dès que la robe arrive vraiment en haut des fesses, il fallait être au noir. Les gens étaient absolument émerveillés qu'elle ait encore ce corps si exceptionnel et si extraordinaire sur scène. Et alors ça se traduisait par des « Ah, oh !» Mais elle est tellement belle, mais c'est hallucinant ce qu'elle est belle. Et tout le monde, ou en tout cas bon nombre de personnes, aimerait lui ressembler, pouvoir dire « Tu vois, moi aussi je ne change pas ». Mireille d'Arc et Alain Delon ont réussi leur pari. Sur la route de Madison, se jouera pendant 6 mois, à guichet fermé.
Elle revient sur scène, c'est la pièce de l'année, elle joue avec Alain Delon. On va faire mieux comme retour. Les gens étaient tellement heureux. Ils nous ont dit, mais c'est tellement fabuleux de vous voir ensemble, vous êtes tellement extraordinaires, vous êtes dans le cœur des Français. C'était plus que du théâtre. C'est plus que du théâtre. Il y avait standing ovation tous les soirs pendant un quart d'heure. C'était comme des rockstars. Nous ne sommes jamais quittés. Jamais, jamais, jamais quittés. Et l'un sans l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Delon, elle l'a à l'intérieur. Il fait partie de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux. Il fait partie d'elle. Ça n'est pas le même amour. Hein. Ils s'aiment toujours, mais différemment. Puis voilà, ça s'est transformé en une énorme amitié. Une énorme amitié partagée également avec le mari de Mireille d'Arc, Pascal Després. Et Alain était content quand il voyait Pascal arriver, parce qu'il savait que Mireille avait le cœur qui battait, mais c'est pas le même battement que le leur, voilà, c'est des battements différents. Et ce cœur, dont elle a justement tout fait pour oublier les faiblesses, va se rappeler à elle 6 ans plus tard. Je voyais qu'elle avait du mal à monter les escaliers, qu'elle s'essoufflait. J'entendais son cœur la nuit qui battait mal. À presque 75 ans, Mireille d'Arc s'est résolue à accepter une nouvelle opération à cœur ouvert. Nous avons dîné chez elle 2 jours avant. Elle était soucieuse, mais volontaire. Évidemment, il y a un risque. Mais comme elle dit elle-même, c'est la même opération, sauf qu'elle a 30 ans de plus. Le 13 mars 2013, la comédienne s'est levée à l'aube et a inscrit quelques mots sur son agenda. Sur son carnet de rendez-vous, le jour de l'opération, elle a marqué à la grâce de Dieu. Elle devait avoir des petits doutes quand même. Elle a eu peur cette fois-ci, très très peur. Pendant de longues heures, son mari attend avec la même angoisse, un appel du chirurgien. Quand il vous dit, normalement on devrait la remonter vers midi, et vers midi je vous appelle tout de suite, et qu'à 2h30 de l'après-midi vous n'avez toujours pas appelé, c'est un peu angoissant quand même. J'étais un peu... je commençais à avoir peur. L'opération a été très lourde, très très lourde, parce qu'il a fallu lui changer une partie de l'aorte, et elle a fait une hémorragie, des complications, et ça a été très grave. Mireille d'Arc va rester 17 jours en réanimation, sous un faux nom. Et pour ne pas alerter les journalistes, Alain Delon est cette fois interdit de visite. Il a eu cette élégance d'accepter de ne pas venir la voir, mais je l'appelais tous les jours pour lui dire comment elle va, comment ça. Il s'appelait aussi dès qu'elle a pu commencer à parler au téléphone. Il s'est beaucoup inquiété. Il était évidemment le premier à qui je donnais des nouvelles. Au fil des jours, la douleur s'estompe grâce à de fortes doses de morphine, mais ce produit n'est pas sans effet. Elle fait des cauchemars où elle rencontre des êtres étranges, des vrais cauchemars hallucinogènes. Le peu qu'elle dormait quand elle arrivait à s'endormir, elle faisait des voyages absolument incroyables. Avec des espèces de monstres et tout. Ça a duré 3 semaines. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant parce que vous vous demandez si elle n'a pas eu un problème. Elle dit qu'elle a peur, oui, parce qu'elle est dans un cauchemar et qu'elle n'a qu'une hâte, c'est que ça s'arrête. La comédienne dira plus tard avoir vu sa vie défiler pendant toute cette période critique. C'est la même chose que tous les gens racontent. L'arrivée sur la lumière, le fait que vous êtes avec votre âme seulement et que vous êtes séparé de votre corps. Et là, elle rencontre des gens, notamment Pierre Baret, qui lui dit « Écoute, c'est pas ton heure. Il faut revenir. » Mireille d'Arc ressortira de cette épreuve épuisée, mais avec le sentiment d'ouvrir une nouvelle page de sa vie. Elle est d'une force incroyable, qui étonne tout le monde. Quand on la voit, les gens ne savent pas ces difficultés qu'elle a, les difficultés qu'elle a eues avec son cœur, avec cet accident de voiture, avec cette rupture avec Alain.
C'est des trucs lourds, très lourds. Et on la voit toujours souriante, jolie, sympathique, gentille. C'est quelqu'un qui se relève, c'est comme le phénix, il renaît de ses cendres. C'est tellement beau tout ce qu'elle a parcouru, de la manière dont elle a reçu tout ça, de la manière dont elle a combattu tout cela. C'est tellement inhabituel. C'est une... Je ne peux pas vous dire, c'est quelqu'un, pour moi, c'est... Elle est auréolée. Quelle histoire, quelle vie. Bonsoir, Mireille d'Arc. Merci d'être avec nous ce soir. Je le disais, quelle histoire. Vous nous avez embarqué dans une sacrée histoire ce soir. On va essayer de refeuilleter quelques-uns de ces épisodes qu'on vient de vivre. D'abord, on va commencer par prendre de vos nouvelles. Je vais bien. Bien. Bien, très bien. Après cette opération. Oui, bien sûr, à cœur ouvert. La deuxième, la deuxième est un peu plus difficile que la première. Puis voilà, la vie est tellement forte que finalement, tout recommence. Vous y étiez préparé de manière très particulière, même en préparant le pire. Oui, c'est ça, surtout. Ben oui, c'est... De quoi on a peur quand on va se faire opérer? On a peur de mourir. Alors pourquoi avoir peur de mourir puisqu'on va mourir de toute façon? En fait, on pense aux gens qu'on aime et on essaye de les voir sans vous. Comment ils vont vivre, comment ils vont être. Et là, j'ai eu beaucoup d'émotions par rapport à mon mari. Je savais qu'il allait être malheureux. Alors, vous aviez inscrit sur cet agenda le 13, vous avez choisi le 13. Bien sûr. Parce que c'était le chiffre qu'il fallait choisir. Oui, bien sûr, puis il faut affronter. À la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu, bien sûr, parce que c'est pas moi qui décide, c'est pas les chirurgiens. C'est une force ailleurs. Alors, on va feuilleter ensemble cet album. D'abord, une première impression, celle d'une femme légère, sexy, qui assume une forme de provocation. On va regarder juste une petite image, pour le plaisir. Bien sûr. Regardez. Mon vrai nom, c'est Mireille Grosse, mais j'ai préféré Mireille d'Arc. Mon père est suisse, il est horticulteur. Je suis née à Toulon, il a 29 ans. En ce moment, je fais du cinéma. Je suis heureuse. Vous vous souvenez de ces images? Pas du tout, non. Vous n'avez pas l'habitude de retourner tellement en arrière? Non, jamais. Jamais, jamais. Vous gardez pas de photos, vous gardez... Je brûle tout. Autrement, il n'y a que le présent qui m'intéresse. Ce que je fais là, en ce moment. À l'époque, ces images, il y avait cette idée de provoquer. Est-ce que vous savez qui vous vouliez provoquer? Moi, certainement. Mais après, c'était ma famille, mais c'est moi qui cherchais à me provoquer. C'est moi qui essayais de me trouver au milieu de tout ça. Vous les avez séduits, hein, tous ces bonshommes, les Audiard, les Blier, les Gabin, les Ventura, sacrée bande de bonshommes, on va dire, mais en même temps... Misogyne au possible. Mais ils se sont dit, c'est qui cette petite blonde là qui vient nous raconter la vie? Oui, c'est vrai. Mais c'était pas difficile non plus d'être bien avec eux. Parce qu'il suffisait aussi d'être à sa place. Il suffisait aussi de savoir son texte, de s'intéresser à eux. Ils étaient intéressants, donc c'était pas très compliqué. Il y a eu à un moment donné cette provocation et aussi cette soif de se cultiver, d'apprendre, de se nourrir, parce que vous vous sentiez orpheline d'un certain nombre de choses, donc il fallait se nourrir de tout ça. Il fallait apprendre, il fallait grandir, il fallait petit à petit compenser ces manques qu'il y avait eu dans la jeunesse. Donc c'était lire, c'était écouter les autres, c'était aller au théâtre, c'était s'intéresser à la littérature que je connaissais pas. S'intéresser à ce que vos parents, ce vers quoi ils ne vous avaient pas guidé. Mais non, mais c'était normal, ils ne connaissaient pas. Moi, je sors d'une famille modeste. Mon père était cultivateur, ma mère était épicière. Ils n'avaient pas non plus, ils avaient été à l'école, mais c'est tout.
Il y a, on va dire, une enfance grise. Vous dites une enfance grise, une relation difficile, douloureuse avec votre maman. Oui, et avec mon père aussi. Et avec votre père, avec cette scène terrible que vous racontez, cette tentative de entre guillemets théâtralisée devant vous pour vous culpabiliser ou Bien sûr, mais en même temps, depuis, je me suis mise à la place de mon père. Mon père était certainement un homme malheureux. Mon père avait certainement des soucis que je ne connaissais pas. Donc, j'arrivais comme un cheveu sur la soupe, là, dans leur vie. Ils étaient déjà un peu âgés. Hein. Mireille, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous venez de réaliser un documentaire sur le pardon. Oui, c'est ça. Ce pardon-là, ah ben oui. Ça y est? Ça y est, bien sûr. J'ai plus que pardonné. Je lui ai refait des déclarations d'amour à mon père. Et à ma mère aussi, bien sûr. Bien sûr, tout ça derrière. Vous aviez très vite compris qu'il n'était pas votre père? Non, mais je m'en étais doutée. J'en avais souvent parlé à ma mère en lui disant « Mais dis-moi la vérité !» Et bon, c'était une femme des Basses-Alpes, c'est-à-dire forte, très forte, me disant « Mais non, t'es la fille de ton père, arrête, puis c'est tout. » Donc, on ne peut pas insister. Il y a un moment où on ne peut pas dire je suis sûre de ça. Qu'est-ce que vous gardez de tout ça, de cette enfance-là, finalement, aujourd'hui, après ce pardon? Très joyeuse, maintenant. Maintenant, je me dis, en fait... Vous imaginez la force que vous avez, quand même, aujourd'hui, après ce que vous avez vécu, cet accident, ces opérations, cette enfance qui a été une vraie fracture, et qu'aujourd'hui, vous nous disiez quelque chose d'heureux. Ah non, mais moi, j'ai qu'une envie, c'est de les prendre dans mes bras, c'est de les embrasser, c'est de dire à cette famille que, en fait, j'ai eu beaucoup de chance d'être avec eux. Ils m'ont donné de la force et ils m'ont aidé à me battre seule. Donc, je dois rien à personne. Si, bien sûr, je dois à Audiard, je dois à Lautner, après, bien sûr. Mais mon enfance, ma jeunesse, je me suis battue seule. Toulon, direction Paris. Vous arrivez à Paris et il y a une seule personne qui est une sorte de contact que vous pouvez avoir. C'est une ancienne copine de classe, camarade de classe, qui s'appelle Anne-Marie. Oui. Et vous arrivez donc dans un appartement avec elle. Oui. Personnage clé, importante, très différente de vous. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Mais bon, elle avait la joie en elle. Elle était sûre qu'on allait réussir. Donc, c'est formidable. Elle rit, elle chante, elle rit, elle chante, elle aime, elle drague les garçons et elle est heureuse. Alors justement, dans cet appartement où vous êtes, au-dessus, je crois... Un studio. Il y a des prostituées. Oui, bien sûr. Et Anne-Marie est approchée par ces prostituées pour qu'elle, entre guillemets, participe, puisse assister. Parce qu'effectivement, un client voudrait qu'il y ait quelqu'un qui les observe. Oui, bien sûr. Elle vous parle de ça de manière très libre? Bien sûr. Elle m'en parle très librement. Mais il n'y avait pas non plus de quoi à ne pas en parler librement. C'était plutôt joyeux, c'était plutôt sympathique. Un jour, elle est malade. Elle vous demande de la remplacer. Elle part et on l'opère. Donc, elle me demande... les filles. Les filles, oui. Les prostituées me disent viens à sa place. Et c'est vrai que c'était une période où j'avais pas d'argent, rien. Et j'ai dit pourquoi pas, après tout. Ça vous a changé quel regard? Qu'est-ce que ça a changé, ce moment-là? Rien. J'ai assisté à une scène une scène d'amour, puisque c'était une prostituée qui... Et je suis sortie de là sans avoir rien regardé, rien vu. C'est-à-dire que je suis passée à travers les corps de ces personnes. Je me suis récité des vers, je me suis raconté une histoire, mais je suis sortie de là comme j'étais rentrée. Est-ce que cette période, avec Anne-Marie, ça aurait pu être une période où vous auriez pu basculer dans la prostitution? Autre chose? Non, je pense pas. Je pense pas parce que c'était pas ça mon but. Mon but, c'était vraiment de faire du théâtre. Parce que c'était pas ça votre but, déjà. Exactement. C'était pas ça mon but. Là, c'était cette parenthèse, c'était manger. Donc, c'était pas ça. Parce que vous savez, après, vous allez tourner un certain nombre de films, Le Téléphone Rose. Oui. Il y aura à un moment donné l'affaire Markovitch, vous serez interrogé par les policiers qui vous montreront des photos. J'ai fait 2 documentaires sur la prostitution. Justement, je voulais en venir à cela. Bien sûr. Il y aura cet interrogatoire, on vous parlera des films de Madame Claude, il y aura cette légende urbaine qui tournera autour de ça.
Comment c'est arrivé, ce qui a entouré cette notion de relation à la prostitution, fille de Madame Claude? J'ai eu beaucoup de rôles de prostituée aussi avec Audiard. Oui, c'est vrai. Beaucoup, beaucoup. Donc, si vous voulez, j'ai une grande liberté par rapport à ça. C'est pas quelque chose qui m'angoisse. Je ne suis pas coincée là-dessus. Je peux en parler, je sais pas, je connais ces filles. Et cette rumeur, elle est revenue jusqu'à vous, quand on disait, oui, Mireille d'Arc, peut-être qu'elle aurait été effectivement... Oui. Ben non, ce qui compte, c'est c'est les êtres que j'aime et qui me croient. Mais c'est ma vérité. Au cœur de l'affaire Markovitch, il y a un homme, Alain Delon. Oui. Vous allez mettre un peu de temps avant d'accepter l'idée qu'il soit et qu'il puisse devenir votre homme. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Et en même temps... Parce qu'il était différent, parce qu'il vous faisait peur. Oui, peur. Pourquoi peur? Il me faisait peur, il était trop. Trop beau, trop tout. Il était trop connu, trop célèbre, trop... c'est difficile. Et puis il va falloir accepter une équation amoureuse particulière au début. Il vient de quitter Nathalie, il vit avec Madeleine. Bien sûr, il va falloir... Ça, il faut accepter tout ça. Bien sûr, en même temps. Il vous le dit? Non. Mais vous le comprenez très vite, vous le comprenez très vite. Mais si vous acceptez de vivre avec lui, à ce moment-là, il faut aussi qu'il soit bien, qu'il soit lui-même. Vous allez même jusqu'à vous abandonner finalement à lui, jusqu'à un moment donné mettre de côté, en parenthèse, de manière assumée, votre carrière? Oui, oui, bien sûr, mais il m'a jamais rien imposé, il m'a pas demandé de pas tourner. Jamais, jamais, jamais. C'est moi qui ai eu envie à un certain moment de me mettre un peu en marge parce que j'étais un peu lasse d'être devant un miroir et d'être devant moi-même. Et j'avais envie aussi qu'il se passe autre chose. J'aurais eu envie d'avoir des enfants à ce moment-là. J'aurais eu envie de faire peut-être de la mise en scène. Bon, mais tout ça a pris du temps. Vous l'aimiez au point que, c'est une anecdote très belle, que la nuit, vous le regardiez dormir. J'ai découvert ce qu'était la beauté, oui, bien sûr. Ça m'a fait pleurer quelquefois de regarder son visage. Il était trop beau. Il est très beau et ça allait au-delà de la beauté. Et vous, quand... Moi, oui, je lui ai pas demandé. Quand votre beauté est affichée et commentée, il y a un moment donné, quand on devient un sex symbole, dans les années 60-70, qu'est-ce que vous ressentez? Il y a une gêne par rapport à ça? Non, ça me fait rire. Moi. Ça vous fait rire? Ça me fait rire. Moi, c'est presque de l'humour pour moi. Moi, je me prends pas au sérieux sur ce plan-là et je crée une distance avec ça. Donc, je me mets pas à dos les femmes. Au contraire, elles viennent à moi, elles sont complices. Parce qu'il y a eu une transformation, il y a eu une émancipation. Vous étiez une jeune fille complexée. Oui, bien sûr. Vous arrivez brune, vous êtes blonde, vous êtes dans une évolution permanente. Bien sûr. Une évolution totale. Et j'aime bien ça, j'aime bien cette évolution. C'est pour ça que je vous dis, Alain m'a jamais empêché de ne rien faire. J'en reviens à Alain Delon. Vous allez même jusqu'à, parce que c'était ainsi, fermer les yeux sur ses relations extra-conjugales. Vous dites... Est-ce que vous croyez qu'il en a eu? Alain Delon? Eh bien moi, je me pose la question aujourd'hui, je me dis, non. Il n'a aimé que toi. Voilà. Vous voyez? C'est magique, ça. Et ben voilà, c'est magique. C'est une force, ça aussi. Bien sûr. Le pire, c'était de ne pas accepter l'idée de le voir partir ailleurs. Ce que vous vouliez, c'est du respect. Oui, exactement. Mais je ne l'ai jamais vu partir ailleurs. Pas savoir. Oui, pas savoir, ça c'est terrible. Mais moi, j'avais la sagesse de partir 3 jours par semaine à la campagne. Quel joli choix. Voilà. Donc, à la campagne, je faisais autre chose, je m'intéressais à autre chose. Je partais dans une autre mouvance et je rentrais et je trouvais un homme amoureux, formidable, qui m'ouvrait ses bras, qui me disait « tu m'as manqué ». C'était extraordinaire. Et puis il y a eu ce moment où vous avez senti qu'il vous échappait. Ça, c'est douloureux. Oui, mais pour que quelqu'un arrive dans la vie de l'autre, il faut qu'il y ait une fissure, il faut qu'il y ait des choses. Il y avait de la place pour quelqu'un d'autre, certainement. Autrement, quelques années avant, elle ne serait pas rentrée. Donc là, il y a bien évidemment une douleur, mais vous partez. Oui. Ben, il vaut mieux. Attendez, on ne va pas rester accrochés l'un à l'autre. En plus, on ne s'est pas fait de scène, on ne s'est pas dit de choses désagréables. On est toujours resté dans
on s'est dit des très jolies choses, on a continué à se dire des jolies choses. Alors Alain Delon, il a aujourd'hui quelque chose à vous dire. On va l'écouter. Voilà, ça va me faire pleurer. Non, regardez, écoutez. C'est un mot qu'elle m'a écrit, il doit y avoir 40 ou 35 ans, ou 35 ou 40, peu importe, qui résume à lui seul tout ce qu'est Mireille. Et c'est un mot que j'ai toujours avec moi depuis ces 40 ans et qui m'aide à vivre. Mon amour, il est 3 heures du matin et je n'arrive pas à dormir. Je pense à toi qui as tellement de mal à vivre. J'ai l'impression que partout où tu es, tu te sens mal. Je voudrais te donner un peu de ma philosophie. Tu sais, on n'est rien. Si tu penses à ce que tu représentes dans l'immensité, peut-être alors vivras-tu un peu plus pour toi. Pourquoi s'attacher à des détails de la vie, si petits soient-ils, en comparaison aux problèmes importants de l'existence elle-même? Tu n'es pas là pour toujours, et une fois parti, la vie continue. Je te dis tout ça parce que j'ai l'impression que je pourrais mourir, presque en paix. J'ai essayé de rendre autour de moi les gens heureux. Je t'ai donné tout, et j'ai simplement besoin d'un peu de calme et de tendresse, et d'un sourire le matin, parce que la vie est là, et qu'il faut remercier le ciel d'être l'un en face de l'autre, et de s'aimer. Ça, c'est Mimi. Voilà. Je vous ai dit, je vais pleurer. Oui. Un mot de vous, qu'il garde sur lui. Oui, je savais pas. Mais je dis la même chose aujourd'hui. Hein. Et qu'il l'aide à vivre. Oui. Bon. Il n'y avait pas de piège, hein, mais il vous a marqué et vous l'avez marqué. Bien sûr. On a été libres l'un et l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre, mais respectueux de l'autre aussi. Aujourd'hui, c'est un homme en colère, parfois très en colère, qui prend des positions qui font l'objet de beaucoup de commentaires, que ce soit sur l'homosexualité, que ce soit sur le Front National. Est-ce que ça, c'est son histoire et vous ne la commentez pas, ou est-ce que de temps en temps, vous l'abordez avec lui? Non, jamais. Ça ne me regarde pas. Ça me regarde pas. J'ai pas à lui faire de leçons, j'ai pas à lui dire ce qu'il faut dire, pas dire. Vous avez finalement eu beaucoup de chance avec les hommes. Beaucoup, énormément. Parce qu'effectivement, oui, Alain, oui. Et puis d'autres, Pierre Barret. Pierre Barret, formidable aussi, dans ma vie. Beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, bien sûr. Ce documentaire, finalement, qui reviendra sur la maladie, la greffe d'organes. C'était beaucoup lui. Bien sûr, puisqu'il avait été greffé, il avait subi une greffe de foie. Donc à sa mort, on m'a envoyé spécial, m'a demandé de faire un documentaire sur les greffes d'organes. Et comme j'étais paumée, je me suis dit c'est une bonne chose aussi d'affronter les choses de face. Après, il y aura un homme qui va vous demander pour la première fois en mariage. En mariage. C'est mon mari. Et ça fait 17 ans. 17 ans, oui. Pascal. Oui, c'est un beau cadeau dans ma vie, parce qu'il est arrivé quand même un peu tard dans ma vie. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un et que ma vie change à ce point-là. Vous les avez sauvés, ces hommes, et puis eux aussi, ils vous ont apporté beaucoup. Ah ben oui. Ils sont devenus des gardiens pour moi. Ils m'ont tenu la main, ils m'ont aidé à franchir des gués un peu tumultueux. Tumultueux. Oui. Mais ils m'ont tendu la main, c'était la force. Ils m'ont donné la force quand il fallait me la donner. Vous vous rendez compte qu'en quelques minutes, combien de leçons de vie vous nous avez données? Non, arrêtez, arrêtez, vous allez me refaire pleurer, non. Arrêtez. Que ce soit par rapport Mais non. aux accidents de la vie, par rapport à l'amour, par rapport à cette force, par rapport à votre enfance, par rapport au pardon. Mais je suis une boule d'amour, alors que c'est normal que... Mireille est Grose. Mireille... Non, Darc. Depuis, je m'appelle Darc. Voilà. Je m'appelle Darc. Même sur votre carte d'identité, vous avez souhaité que ce soit marqué Darc. Voilà. Parce que votre vie commence à partir du moment où vous devenez Mireille Darc. Exactement. Et puis, je me suis faite seule. Je veux dire, c'est pas que je renie mes parents, pas du tout. Mais mon identité, c'est Mireille Darc. Voilà, c'est tout. Alors c'est tout? Oui, oui, c'est tout. Merci Mireille Darc. Merci. Merci d'être venu nous rendre visite. Ça nous a fait vraiment plaisir de raconter cette histoire avec vous.
À bientôt. À bientôt, merci. Voilà, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouvelles aventures d'Un jour un destin. Passez une très belle soirée.